Salam alaikum, Azul, bonsoir. Comme chaque samedi, donc rétro-info de la semaine. Et nous avons avec nous nos amis Hassan Heresh, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Bonjour. Bonjour. Brahim Younsi, président du DM. Bonsoir. Bonsoir. Samir Bellatesh, militant des droits de l'homme. Bonsoir. Samir. Je constate que vous êtes quasiment devenus des chroniqueurs quasiment scotchés à cette émission. Vous revenez tout le temps. Et vous êtes très demandé par les téléspectateurs. C'est à peine si on change de temps en temps l'un de vous. Et je rappelle que vous n'êtes pas rémunéré, que vous nous rendez service et que vous faites plaisir à tout le monde. Voilà. Yes. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui. Les sujets, nous allons commencer une nouvelle formule de présentation de la presse. On annoncera titre par titre, 3 titres de journaux, et chaque fois, on discutera le titre avant d'aller vers le second. Et donc, aujourd'hui... TSA, Jamal Ould Abbas dévoile les noms des ministres candidats. Le peuple nous adore, par Faisal Metaoui. Le peuple nous adore. C'est ce qu'il nous dit Jamal Abbas. Et curieusement, ça a coïncidé avec le jour de la Saint-Valentin. Et donc nous avions fait une émission sur ça où nous avions dit la Sidi Valentin entre le FLN et les Algériens. Alors, c'est la méthode Coué. Staline aussi disait ça. Il disait exactement la même chose. Et dans la mesure où il préparait un avenir radieux pour le peuple, donc forcément le peuple ne pouvait que l'aimer. Je crois que c'est le fantasme d'un certain nombre. Le petit peuple, le petit père des peuples. Oui, absolument. Le petit père des peuples. Des peuples, oui. Absolument. Oui. Et c'est le fantasme de beaucoup de dictateurs de se croire effectivement, étant donné l'ego qui est démesuré, de croire effectivement que ces sujets, parce qu'ils voient la société comme ça, forcément l'adorent. En fait, c'est une mentalité de sultanat, de monarchie. Et donc, comme si c'était une relation affective entre les dirigeants et la société. Alors, il ne parle pas de démocratie, il ne parle pas d'institutions, il ne parle pas de comment, éventuellement, il y a un contrat social, lequel, qu'il a comment dire, travaillé, qu'il a donné, qu'il a reconnu. Donc, il sait tellement que la rupture est très grande, le fossé est tellement grand entre le peuple algérien et ses dirigeants, qu'effectivement, il essaye de trouver cet artifice. Mais en l'occurrence, je ne pense pas qu'on puisse comparer avec Staline, par exemple, où il y avait de la propagande, où les gens étaient dans une sorte de cauchemar, là, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait vraiment. En l'occurrence, aujourd'hui, tous les Algériens, quasiment, détestent le FLN et ces gens-là, et ils le disent, et il y a une certaine presse qui le dit, il y a comme nous, aujourd'hui, nous le disons en direct aux gens. Ça veut dire, on peut pas et comparer, il le sait, lui, Ould Abbas, il le sait très bien. On ne peut sans doute pas comparer à l'heure actuelle, mais le principe directeur est elle-même. C'est-à-dire que nous avons des dirigeants illégitimes, nous avons des dirigeants qui ont pris le pouvoir par la force, et puis il y a eu une espèce d'héritage un peu dans un système monarchique. Et on voit d'ailleurs des dictatures qui adoptent les systèmes monarchiques, comme ça a été en Corée du Nord, comme ça a été à Cuba et dans d'autres pays. Mais le FLN qui dit on nous adore, il sait très bien, Ould Abbas, que le dernier mandat de 2012 des législatives, sur 22 millions d'électeurs, le FLN a eu 1,3 million. Alors, avec un tel chiffre, il a le culot de... Si on ne prend que 88, les événements de 88, c'est une manifestation des émeutes qui n'ont touché que le FLN. Que le FLN, celui qui les avait en fait suscités. C'est ça l'adoration. On l'adore, mais on brûle ses permanences, son siège. On veut le chasser du pouvoir, parce qu'il s'incruste. On l'a obligé à supprimer l'article 120. En plus. Tout à fait. Bon, le FLN, est-ce que le FLN adore le peuple? À l'évidence, non. C'est un peu comme Staline. Il aime qu'on l'adore, mais lui n'adorait pas son peuple. Parce qu'il le martyrisait. Mais à la limite, Staline, il commandait, il avait le pouvoir. Le FLN, c'est des rigolos. Ils sont dans la périphérie du pouvoir, on se sert d'eux, ce sont des relais
très vagues, très diffus. Ils sont à la mangeoire, on les gave de miettes. Il n'est pas dans la position de Staline qui avait le pouvoir, qui dirigeait. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais le FLN, c'est l'excroissance du pouvoir. Il est à peine visible, c'est juste pour la forme. Non, oui, mais il est là. Il est là. Ouais. C'est l'instrument dont se sert le pouvoir, dont se sert, comme disent certains, l'institution militaire, dont se sert l'armée. L'armée s'est toujours servie du pouvoir. Elle était dans le FLN. Les 2 tiers, peut-être, des membres du comité central étaient des militaires. Absolument. Cette tradition continue. Et puis, il faut dire que même si le FLN d'aujourd'hui, il n'a aucune personnalité pour incarner ce parti-État, pour incarner la dictature justement qui est sa politique, il n'en demeure pas moins que les méthodes existent depuis l'avènement de Boumedienne, qui lui est un petit Staline du tiers-monde et qui, comme tu disais tout à l'heure, qu'il commandait, qu'il avait la poigne et qu'il tapait sur la table, mais tout en tapant sur la table, il tape bien sur le peuple. Mais comme quoi le FLN, un peu comme, je pense qu'on reviendra à ce sujet tout à l'heure, mais un peu comme toutes les autres organisations politiques qui sont sur la place, ils sont déconnectés de la réalité du terrain, de la réalité du peuple. Et la déclaration, à mon avis, moi je l'entends comme ça un peu, il me semble comme beaucoup de mes compatriotes, en fait ils s'en foutent de ce que pense le peuple et ils y vont, ils racontent ce qu'ils veulent. Ils se chatouillent, ça lui fait plaisir. C'est tout, ça les amuse. Moi j'ai plus un commentaire à faire un peu dans le style du journal satirique Le Menchar, qui a titré à l'occasion de cette déclaration le FLN a gagné les élections. Nous annoncerons les résultats après le vote. C'est-à-dire que les Algériens, ils le prennent vraiment à la dérision. Et il y a une vraie cassure en fait entre le peuple et ces organisations-là, d'abord de l'État, puis toutes les organisations. Voilà. Je crois, juste un dernier mot par rapport à cette politique de l'affect. Un autre ministre a dit c'est exactement dans la même veine. Voilà. Incroyable. Alors, le sujet d'après. Chouf chouf. Jean-Louis Guigou. L'Algérie sera un très, très grand pays. Par la rédaction. Vous l'avez vu, cette interview, cette déclaration de M. J'ai vu ça sur Internet. Vous l'avez vu tous les trois? Moi, je l'ai vu la vidéo est disponible sur YouTube. Mais elle est disponible, on peut la passer, mais elle est trop longue. Si vous l'avez vu, ce n'est pas la peine. Non, je l'ai vu et je l'ai même commenté chez vous. Voilà, nous l'avons passé dans son intégralité. Mais il dit, en substance, l'Algérie sera un très grand pays. Il y a toutes les conditions qui sont réunies. L'Algérie, peut-être qu'on va passer un extrait. Comme ça... cet entretien, ce petit déjeuner sur l'Algérie de demain, c'était montrer à un public français et à un public à la fois constitué par des entrepreneurs et de la diaspora que l'Algérie allait être demain un très très grand pays. Un très grand pays. Et qu'il ne faut pas s'arrêter à des anecdotes, qu'il ne faut pas s'arrêter à du conjoncturel. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. Il y a quatre facteurs, 4 tendances lourdes qui vont lui donner... Il dit des choses absolument... La population, les capacités en énergie, enfin à produire de l'énergie, etc. La position géostratégique, un potentiel de main-d'œuvre. Il parle par exemple pour le Maghreb, c'est un chiffre qui m'a sidéré, il parle de 150 à 200 millions de travailleurs. Oui, non, mais c'est... Même la population n'atteint pas ce chiffre. Oui, mais le problème, c'est que, franchement, M. Guigou et plein d'autres, ils confondent 2 notions. Un grand pays et un grand marché. Oui. Je crois que dans sa tête, effectivement, quand il dit ça, ça veut dire que l'Algérie est un grand marché, dans la mesure où on importe plus de 70% de notre consommation, dans la mesure où, effectivement, il y a une crise avec la concurrence chinoise et puis des pays émergents, l'Algérie qui est à la traîne, qui ne produit presque rien, effectivement, est un lieu de consommation
où la France Non, et il dit d'autres plus pays... que ça, Hassan Harish, puisque d'abord, lui, le patron de l'IPMED, c'est un think tank qui fait un peu dans la prospective, et dans la consultation. Oui, c'est un institut de prospective. Oui. Et donc, il dit, non, l'Algérie se situe à un endroit quasiment ultra stratégique entre l'Europe, l'Afrique, et il parle de 5-6 ans. Si dans 5-6 ans, nous pourrions devenir un pôle, un intermédiaire entre toute l'Afrique et toute l'Europe, et que nous pourrions, au lieu que nos travailleurs aillent vers le capital occidental, que les capitaux occidentaux viennent à nos travailleurs, installent et investissent des marchés sur place. Mais on croit rêver. Jamal Din, ce qu'il dit là, nous, Algériens, nous l'avons dit il y a plus de 40 ans, que si effectivement il y avait une démocratie dans ce pays, si le peuple algérien avait le droit à la parole, si on étudiait la science à l'école, qu'il y avait une véritable réforme de l'école, s'il y avait un investissement dans la recherche, si, effectivement, c'est un pays à grand potentiel. C'est un pays jeune, c'est un pays effectivement vaste, c'est un pays qui a des ressources. Mais justement, lui ne tient pas compte des si. Par exemple, je vous donne un exemple. D'ailleurs, on en a parlé avec Brahim Younsi qui était là avec moi sur le plateau. Il parle par exemple de la diaspora, qui pourrait revenir dès demain. Mais bien sûr, parle comme si c'était acquis, comme s'il suffisait de claquer des doigts. Il n'a pas parlé, Brahim Younsi. Non, allez-y. Par exemple, il n'a pas parlé des grands équilibres politiques qui ne sont pas en place. De la nature du régime qui commande, qui dirige, qui prend ce pays en otage. Il a fait table rase de tous ces... C'est de la démagogie. Nous en avons parlé ici, effectivement, tous les deux. Oui. Moi, j'ai comparé cela à ce qu'on nous a déjà vendu, ou on nous avait vendu la fumisterie des industries industrialisantes. Oui, tout à fait. C'est... L'Algérie allait être un pays industriel avec l'industrialisation accélérée, je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois, un grand pays en l'espace de quelques années. Oui, c'était les propos du sombre colonel Boumedienne, dictateur. Avec Abdeslam. Tout à fait. Et puis, c'est ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, après peut-être qu'on donnera plus la parole aussi à notre ami, ce qui m'inquiète, Jamal Din, dans ces propos-là, c'est qu'il joue sur une fibre. C'est-à-dire que les dirigeants algériens, comme dirait Eric Berne, psychiatre mondialement connu américain qui a inventé l'analyse transactionnelle, c'est que les dirigeants algériens fonctionnent sur le registre de l'enfant. Sur le registre de l'enfant, d'ailleurs, d'où cette déclaration de Ould Abbas qui dit « le peuple nous aime ». C'est... d'un point de vue psychanalytique, c'est une déclaration infantile. Et donc, dès lors qu'on caresse dans le sens du poil... l'ego des gens. Et oui, dès lors qu'on caresse dans le sens du poil, un peu comme on le ferait avec un enfant, effectivement, les dirigeants algériens pourraient prendre ça au sérieux et marcher dans la combine et rester dans l'état où nous sommes, c'est-à-dire pas d'investissement sérieux, pas de réforme économique viable, pas de réforme de l'école, pas de réforme dans la justice, pas de séparation de pouvoir, suppression de la parole pour le peuple, etc. Et qui fera que l'Algérie restera tout simplement un champ de consommation, un bazar, avec une culture consumériste qui a pris des proportions effrayantes. Et effectivement, être refréné. Absolument. Et là, effectivement, l'Algérie resterait un grand marché. J'insiste là-dessus, un grand marché. Je crois que ce qui est visé, pardonne-moi si tu veux prendre la parole. Pas de problème, non, vas-y. Je crois que ce qui est visé derrière tout cela, ce n'est pas tant l'économie ou le développement économique. Le problème est aussi culturel. C'est la transformation culturelle de l'ensemble de cet espace, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. L'islamisme qui émerge, qui est là, qui s'impose. C'est la transformation par l'économie, c'est ce qu'on a essayé de faire. Un plan Marshall dans l'air? Encore que le plan Marshall, c'était autre chose.
C'était autre chose. Et en dépit du plan Marshall, qui s'est adressé en particulier à la France, la France s'est toujours affirmée ou a tenté de s'affirmer encore aujourd'hui sur la question de son identité, de sa particularité, de sa singularité. Or, mais lui n'évoque rien de tout cela. Il parle purement économie. Oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'économie? Qu'est-ce qui se cache derrière l'économie? L'économie produit du culturel, change le mode de vie des gens, parlant de la consommation, change le mode de vie d'une société. Je crois que son objectif, c'est celui-là. Ce n'est pas tant de nous donner à manger, de faire de nous un pays industrialisé. Je ne crois pas que ça soit gratuit tout cela. Ensuite, Hassan Hirsch parlait de marché. Le marché algérien est déjà acquis. Oui, mais ça change. Hein. Oui, mais le marché. Non, quand je dis il est acquis, parce que l'Algérie a signé et ratifié les accords d'association. Oui, et l'Algérie va faire partie dans 2 ou 3 ans, de la zone de libre-échange. Samir, sur ça. Ils ont raison de rappeler ça, c'est-à-dire que la logique, quand on entend dire ce genre de déclaration, c'est une logique purement, j'allais dire colonialiste, c'est-à-dire que moi ça me fait penser à la relation France-Afrique, à la relation France-Algérie. J'ai eu cette même impression, on dirait que c'est du paternalisme, ça veut dire, je crois qu'ils n'auraient pas osé faire de tels compliments à un pays normalement constitué. Je pense qu'il y aurait eu à mon avis, de leur point de vue, eux, ils ont une logique, c'est leur point de vue. Ce n'est absolument pas nos intérêts dans tout ça, en fait. Ce sont les intérêts des Européens et des Français que d'avoir cette relation nord-sud qui est totalement déséquilibrée et qui fait que les richesses se déplacent, contrairement à ce qu'on nous dit partout, les richesses se déplacent du sud vers le nord et pas l'inverse. Et du coup, effectivement, l'Algérie sera un grand pays pour ces gens, parce que c'est un marché, c'est une réserve de main-d'œuvre pas chère, etc., etc. Et c'est déjà le cas, comme ça vient d'être rappelé, puisque l'Algérie ne fait aucune résistance aux intérêts français et occidentaux dans notre pays. Ils font tout ce qu'ils veulent. Pour ce qui est de la déclaration de Mme Lagarde, la directrice générale du FMI, qui félicite l'État algérien. La même chose. Son zèle à appliquer les mesures restrictives. De leur point de vue, c'est normal. De leur point de vue, c'est normal. Par exemple, du point de vue du FMI, qu'est-ce que le FMI va attendre d'un pays comme l'Algérie? C'est qu'il regarde la balance des paiements, il regarde l'état du commerce international algérien, les réserves de change du pays, etc. Il ne regarde absolument pas l'état dans lequel vit la population, droits de l'homme, liberté, ce qu'elle endure comme privation. Ce qu'elle endure, y compris, je ne sais pas, moi j'ai envie de dire à ce monsieur qui nous a déclaré ça, et qu'est-ce que vous pensez des milliers d'Algériens qui sont morts dans la Méditerranée en essayant de traverser la frontière? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, c'est normal, en fait, dans cette relation nord-sud? Mais bon, de leur point de vue, c'est la France-Afrique, c'est la France-Algérie. Nous allons profiter pour faire une transition, peut-être, si vous le voulez bien, sur cette fameuse déclaration de M. Macron, bien que ce n'est pas un peu dans l'ordre du jour, mais c'est tellement intéressant, et qui s'est rendu il est candidat seulement, nous le rappelons, et donc il s'est rendu en Algérie, où il a été reçu comme un chef d'État, un candidat au présidentiel, parmi d'autres, qui a été reçu, on lui a déroulé le tapis rouge, on l'a fait recevoir par un peu tout le monde, au plus haut sommet de l'État, et il a fait une déclaration fracassante, une double déclaration fracassante. Il a parlé de crimes du colonialisme, que le colonialisme était un crime contre l'humanité, et il a même évoqué une possibilité de présenter ses excuses au peuple algérien. Oui, effectivement, on peut dire que c'est courageux, parce que tout simplement, une grande partie des électeurs français sont encore dans une espèce de ressentiment, une rancune vis-à-vis de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie. Il y a beaucoup encore qui ont du mal
à avaler ça, c'est une réalité. Une minorité, je crois, puisque la plupart, la majorité des Français n'ont pas connu mais cette c'est une période. minorité agissante, Oui. c'est une minorité qui est influente au niveau médiatique et au niveau du bruit que l'on peut faire justement lors des élections comme celle-ci. Donc c'est pour ça que Surtout que l'extrême droite en fait un de ses chevaux de bataille. Tout à fait, Fillon aussi. Hein, elle a réagi de la même Oui. façon, grosso modo, que Marine Le Pen. En gros, c'est la négation. On est complètement dans le déni, comme si la période coloniale, c'était une promenade. Or, si effectivement, ce n'était pas un crime contre l'humanité tous les jours, ça, il faut quand même aussi le reconnaître. Mais il y a eu des périodes absolument noires. Et je rappelle que l'ancêtre des chambres à gaz, ce sont les enfumades. En 1845, le général Saint-Arnaud, dans la région de Ténès, Mostaganem, le 8 mai 1845, un siècle avant. Extraordinaire. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud ordonne de murer une grotte où il y avait 500 hommes. Oui. Et donc il les a enterrés vivants après les avoir asphyxiés. Oui. Mais c'est quand même incroyable. Ça, c'est un crime contre l'humanité. 1871, lorsqu'il y a eu la révolte de Mokhrani, Cheikh Haddad en Kabylie, avec les exécutions sommaires, les déportations, les villages rasés complètement. Oui, il ne fait aucun doute qu'il y a du moins pour ce qui nous concerne, nous, qui l'avons subi, que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Mais comment M. Macron a-t-il pris ce risque, sachant qu'il était partant pour être le favori? Il n'est pas le premier. Ah bon? Le premier qui a pris le risque, c'est Michel Rocard, quand il a déclaré que l'opération jumelle, c'était un crime contre l'humanité. Mais M. Rocard n'était pas candidat à la présidentielle. Mais il risquait quand même. C'était quelqu'un qui allait absolument. Qui avait là, il est dans une course à la présidentielle. Je pense qu'il devrait d'ailleurs se référer à Michel Rocard. La particularité de cette déclaration de Macron, c'est précisément parce qu'il est candidat à la présidence de la République française. Il aurait calculé son coût. Et d'autre part, peu importe, ouais. À la limite, peu importe. Emmanuel Macron est en situation de devenir le prochain président de la République. Justement, c'est pour ça qu'on se dit pourquoi. Si l'on croit les sondages, je ne crois pas que ce soit des risques. C'est un courage. Il a eu ce courage-là. Il est allé à Alger, même si Alger n'est pas un passage obligé. Mais je l'ai dit la dernière fois sur cette question aussi, pratiquement tous les candidats passent par là-bas. Passent par Alger. Pratiquement tous. Pourquoi? François Mitterrand. Précisément à cause du passé. Seulement Non, il y a des questions économiques, évidemment, mais c'est surtout parce qu'il y a l'histoire entre les deux pays qui n'est pas soldée. Parce qu'il y a aussi une forte communauté maghrébine en Algérie qui peut voter. C'est ça aussi l'histoire. Djemal, moi, très franchement, j'observe deux choses. La première, c'est qu'en disant ça, et en plus à Alger, c'est d'une certaine manière se donner une stature de président. C'est-à-dire qu'il peut effectivement prendre une décision aussi capitale. Et malgré les oppositions, malgré le poids justement de l'extrême droite et d'une certaine droite qui ne veut pas du tout entendre parler justement de cette repentance. Si vous me permettez, c'est sur la qualification. Parce que jusqu'à maintenant, Michel Rocard a effectivement dit pour une opération précise, mais pas sur l'ensemble des crimes de la colonisation. Sur la qualification de crime contre l'humanité. Nous-mêmes, moi je suis par exemple, ex-membre fondateur de la fondation du 8 mai 45 avec Bachir Boumassam en particulier. Nous nous posions ces questions-là. À savoir, qu'est-ce qui relève du crime contre l'humanité et ce qui relèverait du crime de guerre. Or, le tribunal de Nuremberg qualifie
le crime contre l'humanité. Et ce qui s'est passé en Algérie de 1832 à 1954 relève du crime. J'aimerais que nous restions sur l'attitude de Macron. Oui, mais non, parce que je veux dire que Macron... Parce que nous n'avons pas beaucoup parce de temps. Parce que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir utilisé cette qualification-là. Crime contre l'humanité. C'est parce que cette qualification-là... Mais en fait, pendant la colonisation, il y a eu les deux. Il y a eu crime contre l'humanité et crime de guerre. Oui, mais aujourd'hui... Les deux ont existé. Mais lui, donc, a utilisé une partie de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on lui reproche. C'est d'avoir utilisé cette qualification qui serait réservée à un génocide. Oui, voilà, c'est dans l'essence même de la pratique. Voilà. Il n'a pas employé le terme de génocide, il a employé la qualification, le terme, crime contre l'humanité. Mais il l'a dit d'une façon générale, le colonialisme est un crime contre l'humanité. Il n'a pas dit le colonialisme français en Algérie. Oui, mais le colonialisme partout, le colonialisme français en particulier. Nous savons ce qui s'est passé à Madagascar. La fondation du 8 mai 1945 à l'époque voulait aussi prendre en charge ce qui s'était passé à Madagascar, ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays africains, etc. C'est le colonialisme d'une façon générale, y compris le colonialisme espagnol en Amérique latine. Un dernier mot là-dessus. Oui. Moi, comme l'a si bien décrit Pierre Bourdieu, sociologue bien connu, qui a travaillé du reste sur l'Algérie, il dit en Kabylie notamment. L'importance du discours, ce n'est pas le discours en soi, mais d'où vient le discours. C'est ça qui donne l'importance. Or, d'où vient le discours? C'est Macron candidat. Et il se positionne encore une fois justement en tant que président déjà. Parce que qui peut, dans ce pays ou ailleurs, qui peut déclarer une chose pareille, qu'un président de la République libre de ses mouvements et qui, d'une façon solennelle, peut changer le cours de l'histoire, la vision de l'histoire et changer les cahiers de l'histoire, les petits livres d'histoire à l'école. Donc, il se positionne encore une fois en tant que chef d'État. À rajouter ce qui vient d'être dit par rapport à une communauté algérienne ici extrêmement nombreuse, qui dépasse très largement le million de votants, et évidemment le marché économique. Mais qu'est-ce que ça pourrait changer si demain Macron est président et qu'il reconnaît officiellement donc, le colonialisme comme étant un crime contre l'humanité, qu'il présente ses excuses, qu'est-ce que ça pourrait changer dans les relations des deux? J'y crois pas. Moi, j'y crois absolument pas, ni aux déclarations de ces politiques, ni à ce qui se dit. En plus, il faut, à mon avis, quand même remettre la chose dans son contexte, comme ça a été fait là. C'est que c'est un débat franco-français. Pour le moment, nous, les Algériens, on observe de loin. D'ailleurs, on commente la chose comme on est en train de le faire. D'ailleurs, l'Algérie n'a pas réagi du tout. Absolument pas. Du tout. C'est un débat franco-français, c'est entre eux, ils discutent de leur histoire, du comment ils doivent la vivre, etc. Ce qui fait peur, en fait, c'est pour ça que moi, j'y crois pas, en fait, ce qui fait peur, c'est que tout ça n'est qu'un instrument politique, c'est-à-dire qu'on instrumentalise en France, si je peux me permettre de donner mon avis en tant qu'Algérien qui vit en France, c'est-à-dire en tant que... Algérien qui vit en France. Et moi, j'observe, je sais qu'ils instrumentalisent tout ça. C'est tout. Ils essayent de positionner, dans le cadre d'un débat autour d'une élection présidentielle, ils positionnent des sujets qui vont être les sujets importants de l'élection présidentielle. Et nous allons écouter Macron maintenant, justement, après cette polémique, cette vague qui a été soulevée en France à la suite de ces déclarations. Nous allons l'écouter. La colonisation était une forme de civilisation, si vous regardez bien. J'ai dit qu'il y a eu des éléments, parce que c'est vrai, c'est la réalité, c'est beaucoup plus complexe. La colonisation est une barbarie. La colonisation est une faute historique. Et je l'ai d'ailleurs dit ensuite quand je me suis rendu dans les territoires d'outre-mer où il y a ce travail de mémoire au cœur du pays. Et je le dirai, je l'ai dit quand je suis allé en Tunisie, j'irai en Algérie, au Maroc, où j'aurai ce regard. On doit avoir ce regard sur nous-mêmes, sur les fautes de la colonisation, les crimes commis dans ce moment de notre histoire, et qui sont des crimes faits par la France, et qu'il faut reconnaître. Mais en même temps, il ne faut pas refouler la totalité de ce passé. Et donc, il y a eu d'autres choses qui se sont faites au moment de la colonisation, qui ne sont pas la colonisation, mais qui sont, en quelque sorte, des points de civilisation qui se sont faits entre les hommes, parce que des gens ont su aller au-delà de cette inégalité au sein de l'humanité qui était posée par la colonisation. Donc je veux être vraiment très clair, et si j'ai choqué certains, je m'en excuse, mais ce n'est pas exactement d'ailleurs ce que j'ai dit.
et vous avez eu l'honnêteté de rappeler mes termes précis, je ne fais pas partie des gens qui pensent que la colonisation est un élément de civilisation. Mais je pense qu'il ne faut pas refouler notre passé et l'écraser. Et c'est cette volonté pour moi d'avoir justement une vision complète de ce qu'est l'histoire de France. Un peu de l'eau dans son vin, Bien hein, sûr. il parle de regard sur nous-mêmes. On aura droit très Ouais. probablement à notre façon de voir les choses. En fait, ce qui se passe en France, moi c'est mon avis, j'observe la situation en France puisque j'y vis, l'oligarchie qui tient tout, qui tient les centres de pouvoir économique, etc., ils veulent faire passer Macron, enfin c'est le candidat de l'oligarchie, c'est pas le seul, et ils préparent la scène politique pour que Macron arrive face à Marine Le Pen. Tous les médias qui appartiennent à la même oligarchie vont faire tout un tapage médiatique pour faire barrage au Front National et on fera passer Macron. Ils sont en train de nous, enfin, de le préparer pour les Français. Et voilà, ça rentre dans ce cadre-là, sans plus. Pour qu'il y ait, excuse-moi, je m'arrêterai là, pour qu'il y ait un vrai débat sur les restes du colonialisme et puisque ce qui a été vécu, etc., il faut des deux côtés des partenaires qui discutent, mais à armes égales ou à un poids égal. C'est-à-dire qu'il faut de l'autre côté, pour parler de l'Algérie, il faut un régime qui soit légitime, qui représente le peuple. C'est comme ça qu'on pourra avancer sur ce genre de choses. Pas de cette manière-là. Là, c'est les colonialistes et les néocolonialistes font ce qu'ils veulent. Très vite, Hassan Hess, parce que nous avons encore deux sujets. En une phrase, quel est l'intérêt pour nous, Algériens? L'intérêt, c'est qu'il va y avoir une discussion autour de cela, que ce soit effectivement déclaré ou pas. La porte est ouverte pour qu'il y ait débat et c'est déjà pas mal. Absolument. Et les jeunes Algériens verront que cette période coloniale, ce n'est pas que la guerre d'indépendance dont se réclament souvent à tort les dirigeants qui nous gouvernent et dont ils se légitiment. Oui. Et qui verront justement qu'il y a eu d'autres périodes aussi dures que la guerre de libération et qu'il ne faut pas oublier et que des pans entiers de notre société doivent maintenant récupérer leur histoire, une histoire douloureuse certes, confisquée. Mais absolument très compliquée, très complexe je dirais, et donc ça délégitime un peu plus l'équipe au pouvoir qui se réclame de l'épopée nationaliste. Et le sujet suivant. El Watan, l'Exo, la fissure, par Majid Makki. Alors, l'IXO, donc réunion des membres de la CLDT, de l'IXO, de certains qui refusent de participer aux élections. Et curieusement, je les ai reçus avant-hier, pardon, et j'ai été étonné par le ton. D'habitude, c'est moi le méchant. C'est moi qui joue bonhomme un peu, qui essaye de forcer un peu les choses. Et là, ils m'ont stupéfait parce qu'ils ont utilisé des termes très durs vis-à-vis à l'endroit de ceux qui participent, notamment trois parmi eux, Karim Tabou, Sofiane Gilali et Ali Benouari. Et donc, ils appellent les gens à ne pas voter et ils dénoncent très fortement, très vigoureusement, tous ceux qui participent, les accusant de tous les noms d'oiseaux. Si je peux me permettre, Jamel Dini, je pense que Jamel Dini connaît un peu mes positions par rapport à ça par ailleurs. Je pense que ceux qui dénoncent leurs copains, c'est ce qu'on a essayé de leur dire depuis le début à propos de cette façon-là d'organiser la démarche qui va vers le changement. Depuis le début, on disait, attention, là, on a affaire quand même à un régime. Il est en train d'organiser l'opposition dans le strict cadre du régime et que la preuve, tout simplement, tous les partis qui composent cette démarche-là sont issus des entrailles de ce régime-là. Ce n'est pas la peine, je pense, de sortir les CV de chacun de ses membres. Quand même, tout le monde les connaît, le peuple n'est pas amnésique. On leur disait que ça ne marchera pas. Attention, le régime, il est en train de tout contrôler. Il contrôle Mouelette, il contrôle l'opposition, etc. Il a fallu 2-3 ans plus tard pour les entendre dire eux-mêmes ce que nous, on était en train de dire il y a 2-3 ans. Du coup, la démarche, cette démarche de ce qu'on a appelé la CNLTD qui est en train d'exploser, ils sont en train de se prendre la tête, elle a un sérieux problème en fait. Et c'est pour ça qu'elle ne pourra pas mobiliser le peuple. C'est qu'elle vient des entrailles de ce régime. Et je pense que ce qu'il faut faire... Mais est-ce qu'elle ne peut pas s'amender? Est-ce qu'elle ne peut pas changer? À supposer, hein, d'ailleurs, ce que vous dites... On peut. Moi, je pense qu'il y a un peu... Quand on dit, par exemple, Tabou,
il J'ai vient des écouté les entrailles de ce déclarations régime. de Tabou. Ouais. Je pense qu'on peut mettre ces déclarations quand il a participé à l'émission, parce que j'ai suivi l'émission, on peut les mettre à part, parce qu'il a dit des choses très vraies à propos de la quand on prend CNSTT, Soufiane à laquelle Gilali, il essaye de participer, quand on il me prend semble. Soufiane Gilali Mais- ou quand on prend Ali Benouari, même s'ils ont été d'une certaine manière, un tant soit peu, dans le régime ou près du régime ou dans ses périphéries, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de s'amender, de Ils ont le changer droit, moi je ne les juge pas. Pourquoi Je suis pas en train vouloir de dire les qu'il faut pas qu'ils enfermer fassent- dans un c'est pas moi qui les enferme. paradigme Excuse-moi, où puis je m'arrête. ils ne pourront jamais Excuse-moi, sortir. après je m'arrêterai. Ce n'est pas moi qui les mets dans un truc et tout. Le peuple, il les observe. Moi, ce qui me choque, c'est pas ces partis politiques là. Moi, j'ai beaucoup d'amis au sein de ces partis-là. À chaque fois, je leur dis aux jeunes militants, moi, je suis pas contre vous et tout. Au contraire, vous vous engagez et c'est très bien. Il faut qu'on s'engage. Par contre, c'est le peuple qui observe. Et moi, j'ai un sérieux problème avec ça. Si on s'adresse au peuple d'une manière fausse, on ne le mobilisera jamais. Ça fait des années, et je Samir, dis qu'ils même sont en pire. train de se mobiliser. Pardon. Ces gens-là, moi je connais très bien Samir Bellatesh. J'ai peur qu'il ne devienne injuste à l'endroit de gens qui sont en train de se démener. C'est pas moi, il ne faut Ces pas gens- juger Non, Samir. non, ça veut dire moi, que je ne suis rien du tout. Pourquoi? Moi, Parce que les j'observe paroles le de peuple. Samir Bellatesh comptent. Et donc, quand on voit que ces gens, depuis des années, en train de se démener sur le terrain politique, de faire tout ce qu'ils peuvent, et que comme ça, d'un revers de main, emballer tout ce qu'ils sont en train de faire. Ah, qu'est-ce qu'ils Mais font ça n'engage que vous, bien sûr. Bien sûr, évidemment. bien sûr. En fait, moi, perso, je vous dis mon avis personnel. À la limite, moi, je ne suis rien du tout. Je suis un militant de base avec des camarades avec qui on essaye de construire petit à petit des alternatives par rapport au changement démocratique dans notre pays, etc. Ce qui compte, c'est la vie du peuple. Et là, on voit bien que cette façon de faire de la politique démobilise les Algériens. Et ça, c'est très grave pour nous. Parce que nous sommes dans une situation où il faut absolument mobiliser le peuple. Pour le mobiliser, on ne peut plus lui dire « Écoute, moi, hier, j'étais pas dans mon assiette et tout, j'ai fait des bêtises aujourd'hui, non. Et puis demain, tu recommences, etc. etc. » On l'a vu, l'exemple, il crève les yeux au sein de cette organisation de la CNLTD. Les gens qui, hier, étaient les grands opposants, véritables, les gens passaient des meilleurs, et aujourd'hui, ils sont allés participer aux élections. On a vu comment des gens qui sont à l'intérieur du régime, qui sont les bras droits de Boutef un jour et qui sont son opposition le lendemain, etc. C'est avec ça qu'on va mobiliser le peuple. C'est pour ça que le peuple s'éloigne de ces gens. Une petite déclaration et nous revenons à la discussion. اولا نكروا قالوا باللي المعارضه لم تقول ابدا ان هنالك شغور منصب رئيس الجمهوريه. نقدروا نعطيكم اللوائح بالتاريخ. اول نوفمبر 2015 14 و25 سبتمبر 2014 نجيبوا لي دوكيومون مكتوب نوار سور بلون بل هنالك شغور لمنصب رئيس الجمهورية. وعلى هذا الأساس طلبنا انتخابات رئاسية مسبقة لأن كل واحد منا يقول ماناش عارفين شكون اللي راه يسير في البلاد. رئيس غائب تماما 100%. ما يكذبوش علينا يسمى يقول لك اقبل الحقيقة كما هي بصح ما تكلمش عليها. كلش نبنيوه بالعواج. كلش نبنيوه على أساس الكذب. قولوا الحقيقة وتفاوضوا ونخرجوا ب يعني Ils ont toujours voulu changer le président de la République et pas le système. Ils le disent et ils le redisent et ils l'assument en fait, en bonne et due forme, hein, je veux dire. Et on n'en connaît pas dans cette organisation des gens qui ont fait mea culpa par rapport à ce qu'ils étaient. Je suis désolé. Aucun ne l'a fait pour la majorité, pas tous et encore, je ne personnalise pas, chacun assumera ses quelquefois, il responsabilités. faut même personnaliser. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Si Samir. Et je n'ai pas arrêté de le dire et je continuerai à le dire. Je crois que ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'amender. Ils peuvent s'amender. Mais simplement, je crois, un des trois personnalités politiques dont vous avez parlé, je crois qu'il y en a une qui est à l'Assemblée nationale. Karim Tabou ? Par exemple. Oui. Ça veut dire qu'il est passé par des élections truquées ou par des quotas. Je veux dire, bon, moi je jette la pierre à tout le monde.
à ceux qui y vont et à ceux qui font semblant de ne pas y aller. Moi, je suis tenté Je vais parler mais de- je préfère Pardonnez-moi. laisser le soin à ceux qui seront désignés ici sur ce plateau de répondre par la suite. Oui, non, mais, Voilà. non, mais ce que je veux dire, Ali Ben Awari, il voulait se porter candidat en 2014. Au présidentiel. Bon, Les élections étaient propres, peut-être. bon, peut-être. je veux dire que c'est le principe même des élections en Algérie qu'il faut rejeter. Le principe même, que ce soit le FFS ou le RCD ou Hamas ou d'autres, c'est le principe même des élections dont on sait pertinemment qu'elles sont truquées. On le sait. Ali Ben Feliz, qui n'y va pas, a dénoncé les élections de 2014. Il a même sorti un livre blanc. Mais il n'a pas dénoncé la fraude de 99. Non, c'est ça le problème. Quand on a des principes, se dire des élections, Mais tout ça- si toutes ces tout élections-là ça sont démobilise truquées, on le n'y va peuple. pas. On n'y va pas. Et en plus, le trucage, la fraude, etc., est soutenu, cautionné par l'Europe, par l'Union européenne, qui va envoyer des observateurs, comme elle l'a fait en 2012, en 2014. Parce que l'Europe a déclaré, Bon. l'Union européenne, qu'elle Bon. avait accepté d'envoyer des observateurs pour ces élections. Bon, c'est ça le problème. C'est-à-dire que voilà, Et on a envoyé aussi élections, au Gabon. les élections, oui, Tout à fait. les élections vont être crédibilisées, accréditées. Non, mais Brahim, voilà. moi, peut-être que je me suis mal fait comprendre. Je n'en disconviens pas. Chacun a le droit de juger les autres Non, c'est pas à les l'aune- juger. Non, à l'aune de ses c'est des propres actes- convictions. Non, non, pardon. Constate. Moi, je ne juge pas les personnes. Non, non, pas je les juge personnes. leurs Pas les actes personnes, politiques, d'accord. Parce qu'ils ont des mais la répercussions. question que je pose, la remarque que j'avais faite à Samir, c'est que ces gens-là, si demain ils changent d'orientation, ils changent d'avis, ils changent d'opinion, ils disent mais à culpa, oui, nous avons participé à des élections. Si j'ai bien compris. Pardon, Ils ne l'ont c'est pas vrai. fait. Ils ne l'ont pas fait. Mais maintenant, je suis contre ces élections. Maintenant, je suis pour une transition. On leur dit non, non, vous avez participé à des élections, ça y est, vous êtes placardés, vous ne changerez jamais, vous bougerez Non, pas. non, non, je ne dis pas cela. Je ne dis pas ça. On le voit. On le voit. Avec des partis, membres de la CLTD, membres de l'ISCO ou l'IXO, etc. Bon, qui avaient signé une plateforme Oui. pour dire c'est la transition, on va vers la transition. Comment on va aller vers la transition? Or, voilà, il n'y a pas de transition, ils participent aux élections. Non, mais ils ont dit nous allons vers la transition, et c'est une bonne chose, je crois, que de vouloir aller vers une transition, parce qu'il ne peut Non, pas y je avoir veux dire, de cisure non, nette. non, ce que je dis. Non, mais il ne peut Elle pas y est avoir de boiteuse. cisure nette. On passe Non. de ce régime à la Non, il y a des démocratie. Non, non. Je pense qu'il y a des conditions qui On ne sont peut pas réunies. passer, on peut passer. Tout le monde le on sait. peut passer. La décision est à prendre. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent prendre cette décision et il n'y a qu'eux qui peuvent la prendre. Ou alors c'est la révolution qui va le faire. Il faut aussi être clair par rapport à cela. C'est vraiment un serpent de mer parce que nous sommes dans une situation extrêmement dramatique, extrêmement complexe. Le problème, c'est que quand il y a eu, comment dire, des boycotts, parfois vraiment massifs, on a eu depuis 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Le régime a poursuivi les élections, ça a été reconnu par l'Europe, par les États-Unis, etc. On a découvert des fraudes, ça a été reconnu. Le régime ne s'en porte pas plus mal. Et donc, qu'aujourd'hui, ces partis-là qui s'aventurent à grignoter un certain nombre de sièges pour récompenser des militants, pour avoir un peu d'argent dans leur caisse, etc., pour exister, etc., etc. Qu'ils se présentent et qu'ils ne se présentent pas, ce n'est pas ça qui changera la nature du régime. Ce n'est pas parce qu'ils vont s'abstenir de présenter des candidats aux législatives en 2007 que le régime va changer. Au contraire, le quota dont parle Brahim, qu'on aurait pu leur attribuer éventuellement, il le donnerait au Hamas, il le donnerait au FLN, au RND, etc., etc. Et on aura une assemblée où même pas une seule personne, même pas une seule voix pourrait soit démissionner, soit dire écoutez, c'est un scandale, etc., comme ça a été fait, du reste par des minoritaires et des minorisés. Donc la question est absolument complexe. Il faut se dire
que quelle est la position véritable qui ferait que le régime en place pourrait basculer, pourrait changer d'avis, pourrait dire oui, effectivement, allez, on met tout sur table et on recommence, on fait la transition. C'est celui-là le problème. Oui. C'est l'impact d'une participation ou d'une non-participation. Si tu me permets, moi je ne crois pas que ce soit la même chose d'y aller ou de ne pas y aller. Il vaut mieux ne pas y aller parce que les partis politiques sont comptables. Mais d'autres vont y aller. Oui, peut-être, mais il vaut mieux ne pas y aller. Moi, je lis les déclarations des uns et des autres. À l'oreillette, on vient de me dire que maintenant, une dépêche qui vient de tomber, le président Bouteflika dénonce des complots ourdis outre-Méditerranée contre l'Algérie et relayés par des supports médiatiques, certains supports médiatiques, je pense que nous devons... Ne pensez pas à l'Arabie. On a pris l'habitude, nous. On est en pole position pour ce qui est de la main étrangère. Bon, Bouteflika perturbe l'émission. Voilà. Il perturbe l'émission. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je lis les déclarations des uns et des autres. Quand je lis certains membres du FFS, par exemple, ils y vont très bien, mais ils disent, nous y allons pour gagner d'autres sièges, plus de sièges. Donc non, ils ont dit le contraire. Nous n'y allons pas pour gagner des sièges. Moi j'ai lu, nous y allons pour gagner d'autres sièges. Mais la déclaration que j'ai lue, moi, nous n'y allons pas. Moi, c'est ce que j'ai lu. D'autres, ils en ont déjà. Nous y allons pour gagner des sièges. Non, mais et gagner des sièges, je suppose qu'ils vont en avoir. Plus qu'ils n'en ont aujourd'hui. Parce que les quotas sont déjà faits. Nous ne sommes plus très loin de la fin. Moi, ce que j'aimerais comprendre, très franchement, ce n'est pas que je pose une question pour débusquer un lièvre. Je veux vraiment comprendre. Dans ce système, tout le monde sait que le RND, le FLN, à eux seuls, auront environ 60%. Il n'y a aucun doute. Si ce n'est pas davantage. Si ce n'est pas davantage. En tout cas, au moins 55%. Parce que ce régime ne prendra jamais le risque de ne pas avoir une majorité écrasante avec ces deux seuls partis. Tout autour, comme si ça ne lui suffisait pas. Il a des partis islamistes domestiques qui sont à sa dévotion. Il a des indépendants qui sont à la dévotion, d'anciens généraux, de toutes sortes. Il a des partis, ce qu'on appelle les épiceries politiques. Des petits partis là, qui ont 3 à 4 sièges chacun. Oui, et puis des ministres maintenant. Et des ministres. Il y a 10 ministres qui rentrent en lice, une dizaine. Les pseudo-indépendants dont vous parlez sont plus nombreux que les partis qui sont supposés être de l'opposition. Voilà. Alors, ma question est, sachant que tous ces partis qui disent « nous ne pouvons changer le système que de l'intérieur », ne pourront avoir au grand maximum, supposé qu'ils sont animés d'une vraie intention belliqueuse d'en découdre avec le régime. Ils ne pourront avoir un grand maximum que 5 à 6%. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec une minorité de blocage pour faire du cinéma? Donc, raison pour laquelle de ne pas y aller. Parce qu'ils cautionnent le système tel qu'il est. Voilà la question que... Le régime est en train de les montrer en boucle. Il dit, regardez mon Parlement, comment il s'agit dans les travées, ils brandissent des banderoles, ils insultent le président. Il leur fait de la réclame. Il manque de légitimité, tout le monde le sait, y compris ses partenaires étrangers qui lui font des pressions à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, de pétrole, de gaz, de choses comme ça, ou de maintenir les clandestins africains qui traversent les territoires pour aller en Europe, faire le gendarme des Européens. Et donc le régime, il est illégitime. Il essaye d'animer comme ça une scène pour faire croire qu'il y a une démocratie et que finalement chez nous, il y a des partis politiques qui sont contre, ceux qui sont pour, etc. Il anime tout ça. Il crée une illusion politique, une illusion d'une vie politique, alors qu'il n'y a pas de vie politique. Et juste un petit mot, si vous permettez, parce que tout à l'heure, il a été dit à propos du comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour quand même aller dans le changement. Est-ce qu'on doit refuser tous ces partis, même quand ils font leur mea culpa, qu'ils n'ont jamais fait? Et moi, je dis, Bli, il faut faire une rupture avec le régime. Et ce n'est pas une rupture juste sur les plateaux de télé ou dans les déclarations qu'on fait. Non, une vraie rupture avec le régime et construire une opposition qui ira le changer, le déloger, le forcer au changement. Tant qu'on n'en est pas là, tant qu'on n'a pas travaillé sur ce sujet, ça n'avancera jamais. On subira ce qu'on est en train de subir. Et ce sera le mot de la fin. Merci Samir Belateche, merci Brahim Youssi, merci Hassan Herash.
Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Merci. Merci.